S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello, c'est Max et bienvenue pour la 3e saison du podcast Tennis Légende. On repart pour un nouvel épisode chaque mardi à 17h pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Notre invité du jour pourrait être renommé le coach qui murmurait à l'oreille des femmes, et vous allez vite comprendre pourquoi. On vous gâte les légendes pour cette reprise avec un homme qui a fait gagner 4 titres du Grand Chelem et mené 2 joueuses différentes à la place de numéro 1 mondiale. Il s'agit de Sam Sumik, coach autodidacte sur le circuit et 100% brut de pomme. Il faudra un peu tendre l'oreille. Au début, Sam était au bord de l'océan en Californie. Il avait besoin de prendre l'air lors du premier confinement, mais les échanges avec notre coach à la renommée mondiale restent néanmoins passionnants. Sam nous explique la manière dont il s'est formé à l'étranger. Je creuse ensuite pour vous sa méthode de travail, celle d'un des coachs les plus prolifiques du circuit féminin. On va essayer de comprendre ensemble ce qui fait son succès. Sam nous emmène dans l'intimité du coach et son athlète en nous faisant vivre les moments de joie de son métier, comme ceux de détresse, en gardant à l'esprit qu'il peut se faire virer chaque matin en arrivant sur le court. À mon sens, Sam Sumik fait partie de ces druides ou de ces chamans du circuit, un peu à l'image d'un Gilles Servara, dont je vous encourage à écouter l'épisode si c'est pas encore fait. Des gars qui vivent et sentent le tennis comme personne d'une part, et qui mettent à profit leurs facultés psychologiques, leur sensibilité, leurs intuitions et leur force de travail auprès d'athlètes de haut niveau pour en faire des numéros 1 mondiaux et mondiales. C'est un épisode en 2 parties que vous allez découvrir, et juste avant de démarrer cette 3e saison, j'ai une rapide annonce à vous faire. Je ne suis pas enceinte, non, et je vais pas me marier, enfin pas tout de suite visiblement, mais on est sur le point de lancer une formule abonnement dans les jours qui viennent pour vous permettre de progresser grâce aux experts qui interviennent au micro, sous forme de masterclass, donc d'un coaching d'1 heure en ligne, où l'on couvrira un sujet différent à chaque fois. On fera tout notre possible pour vous faire progresser d'un point de vue mental, technique, physique, stratégique et statistique, comme on a déjà commencé de le faire. Si vous sentez que vous avez de la marge dans votre jeu, l'envie de grimper au classement si vous êtes joueur, ou de considérablement booster votre coaching si vous êtes entraîneur, inscrivez-vous sur la liste d'attente qui est le premier lien dans la description. Les infos arrivent d'ici fin de semaine. Il y aura bien entendu une offre pour un nombre de places limité. Nous sortirons une nouvelle formation d'1 heure tous les 15 jours pour vous permettre d'exploser vos barrières sur le terrain. C'est le premier lien en description. Maintenant, place à l'épisode. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Sam Sumik, t'es entraîneur français de tennis pro, né à Lorient. La bise à tous les Bretons. Ta fiche Wikipédia est hyper précise parce qu'elle indique mot pour mot que tu es né soit en 1967, soit en 1968. Est-ce que tu peux nous dire l'année précise ? En 68. Tu es monté 3-6, puis tu es devenu prof de tennis à Lorient. Au début des années 90, tu prends une année sabbatique pour partir dans plusieurs pays où le tennis a une vraie histoire, l'Angleterre, la Suède et aux États-Unis. Tu commences d'ailleurs ton trip aux US à la Palmer Tennis Academy à Tampa en Floride pendant 2 mois. Et tu te fais finalement embaucher à l'issue de cette période par monsieur et madame Palmer. C'est dans cette académie que tu approches le tennis professionnel et commences par coacher la joueuse américaine Mylène Tu, 140e à vos débuts. Elle montera 35e en 2007 et deviendra par ailleurs ta femme. En plus de Mylène, tu as entraîné simultanément 3 joueuses du top 40, Anne Kremer, Gisela Dulko et Elina Likovtseva, qui sera demi-finaliste à Roland en 2005. Elle parle de toi comme l'un des meilleurs entraîneurs du circuit féminin. Toi, l'ancien habitué des cours municipaux d'Etel et de Guidel, au sud de la Bretagne. Lorsque Mylène Tu a pris sa retraite en 2008, tu t'es consacré exclusivement à Vera Zvonareva pendant 2 ans. En 2009, la Fédé française de tennis te fait les yeux doux, mais ne réussit à te garder que quelques semaines, jusqu'à ce qu'un coup de fil totalement inattendu de Victoria Azarenka qui te propose de la coacher. 2 jours plus tard, ton contrat a été signé. Vous êtes restés ensemble de 2010 à 2015. Avec toi, Victoria a gagné 2 fois l'Open d'Australie en 2012 et 2013 et atteint 2 fois la finale de l'US Open. Sous ton coaching, elle occupe la place du numéro 1 mondial pendant 51 semaines. Et il y a un petit peu de vent. Tu as ensuite entraîné Eugénie Bouchard de février à août 2015. En septembre 2015, tu commences avec Garbine Muguruza, qui passe de la 20e à la 4e place mondiale. En juin 2016, vous gagnez ensemble Roland et Wimbledon l'année d'après. Muguruza deviendra numéro 1 juste après l'US 2017, 2e joueuse sous ton coaching.
Actuellement avec la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, championne du monde junior en 2006 et actuelle 30e. Connue sur le circuit pour ta grande psychologie et tes compétences tactiques. Tu cites souvent Agassi en disant que c'est un excellent coach. Non, en disant qu'un excellent coach, c'est celui qui amène son joueur à ne plus avoir besoin de lui. Dans un article de Libération, on peut lire que tu détestes qu'on te fasse de la lèche, notamment en t'envoyant un texto de félicitations après la victoire d'une de tes joueuses. Tu vis en Californie, au bord de l'océan. En ce moment, tu vas faire des séances physiques tous les matins chez la légende vivante de surf, Laird Hamilton. Ah, il y a du bruit, il y a du bruit. Ouais, c'est un hélicoptère qui passe, c'est rien. Tu es réputé pour être brut de décoffrage. Si on l'avait pas encore noté, je rappelle que tu es breton et tu te décris comme froid dehors et hyper chaud à l'intérieur. Tu portes de temps en temps un t-shirt sur lequel est marqué « Tout est bon dans le breton ». Qu'est-ce qu'on peut ajouter, Sam? Non, ça va, il n'y a rien, il n'y a rien à ajouter. Avec Zvonareva, je suis resté 4 ans. Ok. Pas 2, 4 ans. Ah, parce que c'était bien, c'est bien quand tu as des histoires, quand tu as de belles aventures qui durent plusieurs années, c'est bien. Pourquoi est-ce que tu coaches que des gonzesses, Sam? Je sais parler aux femmes. Et comment tu as appris à parler aux femmes? J'ai rien appris du tout, je sais toujours pas ce que ça veut dire et je cherche pas à comprendre en fait. Mais ça s'est juste enchaîné. C'est juste que j'ai démarré par entraîner une athlète féminine et puis à chaque fois qu'une association s'est arrêtée, j'ai tout de suite eu de la demande par une autre athlète féminine. Donc j'ai toujours enchaîné en fait. Voilà pourquoi. C'est vraiment la raison pour laquelle tu coaches pas d'hommes? C'est parce que tu sens que ton discours est plus impactant auprès des femmes? Non, pas du tout. C'est juste que c'est comme ça s'est enchaîné. J'ai toujours eu des belles propositions, des choses qui me faisaient toujours, qui attiraient mon attention. Et puis, quand j'ai eu l'opportunité d'entraîner, peut-être d'aller sur le circuit masculin, j'étais pas libre. Donc, ça s'est pas fait. Et à chaque fois que j'ai été libre, j'ai eu surtout des demandes féminines, des demandes du tennis féminin. Donc j'ai continué parce que j'avais de belles propositions. Je trouvais que c'était pas mal, ça m'intéressait surtout. C'est juste comme ça, c'est pas par. Je peux entraîner aussi bien un homme comme une femme. D'ailleurs, je pense que quand on est entraîneur de tennis ou autre, on peut entraîner. On entraîne, peu importe le sexe de l'athlète, il n'y a pas de souci, quoi. Quel homme t'a demandé de l'accompagner? Ah, je peux pas dire ça. Ok. Ce matin, quand on s'est eu un peu plus tôt au téléphone, tu m'as dit que tu avais arrêté l'école très tôt. À quel âge précisément? En quelle classe? J'ai arrêté au bac. Si mes souvenirs sont bons, la première année, j'étais au repêche. J'y ai été. La deuxième année, j'étais au repêche et j'ai pas été. Voilà. Et ça s'est arrêté là. Et comment tu as appris l'anglais du coup? En allant aux États-Unis. Donc sur le terrain, directement, sur le tas, sans rien savoir avant. Ouais, voilà. Non, j'avais pas mal de mots, en fait. J'avais pas de l'anglais, mais j'avais pas mal de mots parce que l'anglais à l'école, après toutes ces années, il restait quand même quelques mots, mais pas de quoi faire de vraies discussions, puisque il m'a semblé à cette époque-là, mais il me semble toujours que l'anglais que j'ai appris à l'école n'était pas celui que l'on parlait aux États-Unis. Donc, heureusement que j'avais des mots. Tu vois, je communiquais comme un gamin, quoi, comme un bébé, quoi. Je pointais du doigt, je disais un mot, puis voilà, quoi. Et puis les gens comprenaient. Et petit à petit, j'ai appris parce que tous les jours, j'essayais d'apprendre à peu près 10 mots en anglais. Voilà. Ok. T'avais un dictionnaire, un truc pour ces 10 mots-là ou t'allais les chercher? Non, j'avais un dico, ouais. Ouais, j'avais un dico. Donc, quand il y avait des mots dans la journée qui me posaient problème parce que j'arrivais pas à expliquer quelque chose et tout, je le notais. Et le soir, en rentrant à l'appart, je regardais mon dico et puis j'essayais d'apprendre ces mots-là, quoi. À peu près une dizaine par jour, à peu près, quoi. Voilà. Comment s'est fait le rapprochement avec Mylène Tout, la toute première joueuse que tu as accompagnée? C'était très simple. En fait, j'étais déjà à l'Académie Palmer et elle était venue. Elle hésitait entre venir s'entraîner parce qu'elle venait juste de tourner pro ou un truc comme ça, ou quelques mois, un an avant, je ne sais plus. Et elle hésitait entre aller chez Bollettieri ou chez Palmer. Donc, elle avait fait un essai dans les deux. Et Palmer lui a mieux plu et elle travaillait avec le directeur de l'académie qui s'appelait Alan Ma.
Elle travaillait avec lui comme coach et tout ça. Et je sais pas, elle a fait quelques années, je pense. Je sais plus exactement parce que je suis pas très bon moi dans les dates et dans tous ces souvenirs là. Petit à petit, moi je faisais le sparring un peu. J'ai fait 1 ou 2 semaines d'entraînement avec elle et puis après elle m'a embauché quoi. Voilà. Un rapide break pour te rappeler qu'on a enregistré 4 secrets de statisticien avec Fabs Barreau, qui travaille pour Gilles Servara, le coach de Daniil Medvedev. C'est une manière de te faire découvrir gratuitement les cours en ligne qu'on conçoit pour te faire progresser. Ces 4 secrets révèlent ce que la stat dit de ton jeu. Tu vas vite le cerner, c'est un outil puissant pour comprendre qui tu es sur un cours de tennis. Tu peux aussi récupérer les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100 pour arrêter de mouiller en match. C'est juste en dessous, c'est les 2e et 3e liens en description. C'était quoi la différence majeure entre l'Académie Palmer et Bollettieri ? À l'Académie Palmer, c'est ce qui, avec l'Académie de Riccardo Piatti maintenant à Bordighera, là, en Italie, c'est ce que j'ai vu de mieux de toute ma carrière. Bollettieri, c'était la grosse usine, comme on connaissait à l'époque. Là, c'est très différent maintenant. Je trouve que c'est mieux maintenant chez Bollettieri. Mais avant, j'aimais pas l'énergie, moi, et comment c'était un peu, tout le monde s'entretuait un peu pour réussir. C'est peut-être pas ce qu'il y avait de mieux. Mais chez Palmer, c'était au moins humain, quoi. Je trouvais ça bien, moi. Et surtout, il y avait une équipe de 14 coachs qui était monstrueuse, quoi. Chacun était, c'est mon avis, hein, bien sûr, hein. Chacun était monstrueux. J'ai jamais vu une académie où tous les coachs arrivaient 1 heure avant de démarrer le boulot et échangeaient. Ils arrivaient avec un exo, une photo, un bouquin, un magazine, parce que tout le monde voyageait. Il y avait 14 coachs, il y avait peut-être 8 nationalités différentes, 8-9 nationalités différentes. Donc tout le monde bougeait, tout le monde voyageait. Donc c'était génial, quoi. Puis moi, j'ai déboulé, puis ils m'ont accepté très vite, quoi, en fait. Tu sens que c'est là que tu t'es construit vraiment en tant que coach et que tu as fait tes bases ? Moi, je pense non, parce que c'est là le point de départ avec le très très haut niveau. Mais ma curiosité existait déjà, quoi, tu vois. Et puis elle m'a jamais quitté, surtout. Je pense qu'on apprend tout le temps, toutes les expériences que tu as, toutes les séances d'entraînement, le temps que tu passes avec ton athlète, etc. La solitude du coach aussi, etc., etc. C'est permanent, en fait. Je pense qu'on est des éternels étudiants, en fait. Quel est le meilleur souvenir que tu gardes de ta collaboration avec Mylène sur le circuit ? C'est grâce à elle si j'ai démarré sur le circuit. Je ne sais pas pourquoi elle m'a demandé. Je ne sais toujours pas. Et puis à l'arrivée, écoute, on passe depuis des années ensemble. C'est pas mal. Ça va au-delà du tennis, quoi. C'est bien. Puis on a un petit bonhomme, donc c'est bien aussi, quoi. Voilà. Génial. Est-ce que tu as la sensation de soulever le trophée quand ta joueuse gagne un grand chelem ? Est-ce que tu le prends un peu personnellement ? C'est assez. Alors, déjà, je pense que le coach ne gagne jamais un grand chelem. Je pense que c'est l'athlète qui gagne le grand chelem. C'est le joueur ou la joueuse. Donc, pour moi, c'est très, très différent. Le coach ne peut pas s'approprier le grand chelem. C'est pas possible. On fait partie de l'aventure. On est un témoin de l'aventure. Faut espérer qu'on a été un bon guide, etc., etc. Mais quand le soir, tu te retrouves tout seul ou très tôt le lendemain matin, ça dépend, et que tu es tout seul et puis que tu te poses un peu 2 minutes, tu as un sentiment très fort d'avoir fait du bon boulot. Alors, ça peut être un peu égocentrique, etc. Non, je ne crois pas. C'est que toute l'équipe, on a fait du bon boulot, dont toi inclus. Mais le grand chelem, c'est pas le coach qui le gagne. Ça, c'est de la foutaise, ça. C'est pas nous qui tenons la raquette. Donc, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. Moi, j'en gagnerai jamais un grand chelem. Mais j'ai été présent quand mes athlètes en ont gagné quelques-uns. Donc, voilà, j'ai eu ce privilège-là, quoi. Quel est le discours d'une de tes joueuses qui a gagné un grand chelem qui t'a le plus ému ? Ils sont tous émouvants, en fait. Il y a des moments très privilégiés, très privés, ça va faire comme si, tu vois, c'est comme un couple. Il y a des moments très, très intimes entre le coach et l'athlète. Et parfois, pour moi, les plus beaux moments, c'est les moments silencieux, en fait.
pour moi, les plus beaux moments, c'est juste les yeux dans les yeux, son regard dans mon regard ou vice-versa. Et il n'y a pas besoin d'explication, il n'y a pas besoin de parler. On a un sourire qui est au-delà des oreilles. Tu as cette plénitude, tout va bien. Et comment il y a cette chose indescriptible, cette compréhension mutuelle et puis ce respect. Et puis ça a un énorme merci dans les yeux, en fait. Et pour moi, les meilleurs moments, c'est les moments silencieux. Bah, c'est pour moi, hein, mais puisque tu me poses la question, je réponds, quoi. C'est bon, pour les autres coachs, j'en sais rien. J'ai moins aimé après les sorties avec plein de monde. Tu sais même pas qui est là, tu les connais même pas. Tout ça, c'est moins rigolo. Mais ça fait partie du folklore, c'est sympa. Sans cracher dans la soupe, parce que c'est très sympa. Mais les plus beaux moments, c'est pas le plus beau moment ou les plus beaux moments. Les plus beaux moments sont dans l'intimité, en fait. Tu m'as dit que tu étais un lève-tôt, tu te réveillais à quelle heure? En général, entre 4 et 5 heures du mat. Et tu fais quoi en premier? En premier? Ouais. En premier, je bois de la flotte. Ok. Mais pourquoi tu te lèves aussitôt? Qu'est-ce que tu fais le matin? Parce que j'aime beaucoup ce moment-là où tous les humains dorment encore. Ça veut dire que tu te couches très tôt aussi ou... Ouais, je me couche tôt, ouais. Ok. Ouais, je tiens plus sinon. Non, je me couche tôt. Quelle est ta méthode de travail, Sam Sumik? Quand une joueuse fait appel à toi, elle s'engage à quoi précisément? Les joueuses sont extrêmement exigeantes envers elles-mêmes, pas toutes, mais beaucoup. Mais toutes sont extrêmement exigeantes envers les personnes qu'elles embauchent. Donc c'est normal que moi je sois très exigeant aussi, quoi. Et comme j'essaye d'entraîner n'importe quel athlète comme si j'avais la numéro 1 mondiale, forcément ça passe par une certaine exigence et un certain état d'esprit, une mentalité un peu spéciale. On parle de la haute performance, on parle de Formule 1 là. Donc c'est très compliqué de raccorder tous les petits fils là pour que la Formule 1 fonctionne bien. Donc on essaye d'être le plus sérieux possible sans trop se prendre au sérieux. Voilà. Et derrière exigence, tu mets quoi précisément? C'est-à-dire? Tu dis les joueuses ont beaucoup d'exigences, du coup toi tu t'en imposes. Concrètement, au quotidien, ça se traduit par quoi l'exigence chaque jour d'entraînement? Ok, alors je parle là dans la position du coach. Par exemple, il n'y a pas un exemple, il n'y a pas un exercice où il n'y a pas une chose que je demande à la joueuse que je n'ai pas essayé auparavant. Okay. Par exemple, si je demande à la joueuse j'en sais rien moi, ou avec le préparateur physique, on propose un nouvel exo, c'est que nous, on l'a déjà fait auparavant. On n'en a peut-être pas fait pendant des années, mais on a au moins essayé, on a au moins un ressenti. Je propose jamais rien que j'ai pas essayé. Et ça va de tout, hein, de la nutrition je sais pas moi, à un petit détail technique alors j'ai pas le talent des joueuses que j'entraîne, mais j'essaye d'avoir un ressenti toujours. Si c'est faire une pompe et qu'on n'a jamais fait, je vais faire au moins une centaine de pompes avant de lui proposer. Je prends les pompes parce que tout le monde connaît, quoi. On n'a pas besoin de faire des pompes pour être très bon joueur de tennis, mais juste pour donner un exemple, je vais faire, si je dis à ma joueuse, attention, je sais pas moi, ce serait bien de voir un petit peu ce qu'on peut faire au niveau de la nutrition, j'essaye aussi. Ça veut dire que tu fais appel à des intervenants à chaque fois ou c'est toi qui vas chercher les infos et tu lui ramènes? Alors, il y a les deux. Je recherche tout le temps, je fais beaucoup de recherches, je rencontre, j'allais dire, pas mal de monde. Non, pas tous les jours, mais je rencontre les gens qui, moi, j'ai envie de rencontrer et qui peuvent m'aider à être un meilleur entraîneur. Alors, il y a les deux. Il y a la partie plaisir et puis il y a la partie aussi qui peut me rendre meilleur. J'ai la chance de connaître des gens qui sont des experts dans leur domaine, qui m'aident aussi.
Voilà, puis après, je fais mes recherches, j'appelle, je vais rencontrer les gens, je lis beaucoup. Je ne suis pas un expert en tout, mais j'essaye d'avoir un petit peu de connaissances en tout. Et après, on fait appel à des experts, quoi. Il n'y a pas de règles vraiment là-dessus. On essaye d'être le moins con possible, quoi. Si tu devais sortir une recette du succès, pardon, ça serait ça serait l'exigence, justement. Le succès dans le sport, dans le tennis de haut niveau, ouais. je ne vois pas ça en termes de classement ou de résultats ou de gros trophées. C'est sûr que si tu peux vivre du tennis et ça t'apporte une certaine autonomie, bah c'est déjà c'est voilà ton succès, quoi, je pense. Quand tu te lances avec une joueuse, tu t'investis sur combien de semaines par an? Alors, on ne sait jamais combien de temps ça va durer. Ouais. Au début, c'est lune de miel. Donc, tout le monde a l'impression que ça va durer pour l'éternité. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, on sait très bien que la merdasse va arriver à un moment donné. Ce qui va faire le succès ou pas de l'association, c'est bien sûr les résultats. On est dans le milieu du sport, mais c'est surtout de savoir comment on va traverser ensemble les mauvais moments, les moments les plus difficiles. Et là, on ne le sait pas à l'avance comment les autres, et surtout l'athlète, va réagir quand les moments seront difficiles, quand ce sera dur, que ce soit à l'entraînement où les résultats ne suivent pas, ou etc., etc. Donc, moi, je m'attends à ce que tous les matins, je sois viré. Comme ça, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas déçu non plus. Mais par contre, en tant qu'entraîneur, quand je démarre avec quelqu'un, j'ai toujours une vision sur les 2-3 ans à venir. J'ai toujours quand même, ouais. un plan, un projet plus ou moins secret, parce que de temps en temps, j'en fais part à l'athlète. Mais je ne sais pas si je vais tenir 2 ou 3 ans. J'ai aucune idée, mais je démarre toujours comme ça, en fait, sur une planification, mais avec beaucoup d'adaptation, bien sûr, parce que 2-3 ans, c'est long. Mais j'ai toujours une idée, l'idée où je veux être dans 2-3 ans. Ouais. Et généralement, c'est combien de semaines précisément par an? Moi, je suis à temps plein, hein, donc je suis quasiment toutes les semaines au boulot, quoi. On parle de peut-être 3-4 semaines pendant la période creuse, là en novembre, où moi je ne suis pas là. Et puis après, c'est quelques jours de temps en temps, en fin de tournoi, en fin de tournée. On prend tous quelques jours de repos, mais c'est tout. Un coach, s'il n'est pas là, s'il n'est pas présent 365 jours par an, c'est pas un coach, quoi. Être là 10 semaines par an, c'est pas du coaching, quoi. Comment tu gères la distance avec ta femme? Bah bien, hein. C'est peut-être pour ça que ça dure. Hein. Ah, ok. C'était pas trop chaud de coacher une joueuse comme Bouchard, qui doit être autant sollicitée à côté du tennis? Non, parce que ça, je connais déjà. J'ai eu ça j'avais eu ça aussi un peu avec Azarenka. Zvonareva, qui a quand même été 5 ou 2 mondiales, je ne sais plus. Qui a quand même fait 2 finales de Grand Chelem, qui a eu beaucoup de succès avant aussi, que l'on arrête, etc. Donc j'avais connu un petit peu ça, même si c'est pas aussi prononcé que Bouchard. Mais Bouchard, c'est juste que c'était le mauvais timing, c'est tout. Ça n'a pas collé, c'était une très bonne expérience pour moi. Pour elle, je ne sais pas. Mais pour moi, ça a été une très bonne expérience, même si ça n'a pas marché. Tu vois, c'était bien quand même, mais je savais que ça allait pas marcher au bout de 2 mois, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a un côté où tu seras peut-être plus isolé du vent? Parce qu'il y a quand même pas mal de... Je vais bouger. C'est dommage, j'étais bien là devant la mer, là, au soleil. Bah, attends, je vais me mettre de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est bien. Tout à l'heure, tu disais que après la lune de miel arrive la merdasse. Ouais. Comment tu la sens arriver, cette merdasse? On ne peut pas bien jouer et avoir des bons résultats sur toute une année. C'est très, très compliqué. C'est possible, mais c'est très, très compliqué. Il y a forcément des périodes difficiles. Parfois, les résultats sont bons, mais la période est difficile. Il y a plein de choses extra-tennis aussi à gérer. Ce n'est pas seulement sur le court.
c'est très compliqué pour ces jeunes athlètes parce qu'on oublie qu'ils ont tous entre 20 et 30 balais en général. Quand on perd souvent, c'est un problème. Quand on gagne souvent, c'est un problème aussi. C'est des bons problèmes à avoir, mais c'est pas que glamour. Même quand on gagne tout le temps, c'est très compliqué. Ça, voilà, donc c'est toujours très fragile en fait. On est toujours dans une... c'est toujours des périodes fragiles en fait, qu'on gagne ou qu'on gagne pas. Donc la fragilité fait que ça peut aller aujourd'hui dans le bon sens et demain ça peut aller dans le mauvais sens. Donc la merdasse, elle arrive toujours à un moment donné. C'est normal. Y a des choses aussi qu'on ne contrôle pas et qui arrivent dans la vie. Donc faut faire avec. C'est pas que de l'amour. C'est pas je sais pas moi, ce que les fans, les gens qui connaissent rien, ce qu'ils voient sur Instagram, tu vois, ou je sais pas, Facebook, des joueuses et des joueurs, c'est pas ça. C'est pas ça leur vie. Ouais. Et si les joueurs et les joueuses postaient vraiment ce qui se passait, eh ben, ce serait rigolo. Ce serait pas mal d'ailleurs. Tu vois. Ça donnerait quoi justement? Ça donnerait tout le côté qui n'est pas glamour, c'est-à-dire les engueulades, les mauvaises humeurs, montrer pas le mauvais côté de ta personnalité, mais ta personnalité qui est forte. Donc tout le monde, personne n'est parfait, on n'a pas tous que des qualités, quoi. Il y a des moments chauds dans l'équipe, on fait tous des conneries, on dit tous des conneries aussi, etc. Tout ça, c'est très émotionnel, donc toutes les émotions provoquent des réactions, et ce serait bien de voir tout ça, quoi. Tu vois, c'est pas que du glamour, hein. Attention, hein. Mais je comprends bien qu'on veut toujours montrer quelqu'un avec le sourire, mais c'est pas comme ça, quoi. Il faut pas croire que un athlète soit plus facile à gérer que, je sais pas moi, que n'importe quelle autre personne, disons, plus ordinaire. Comment est-ce que tu bosses le mental de tes joueuses, pardon? C'est au quotidien. J'essaye, je ne suis pas sûr d'y arriver. J'essaye de faire comprendre et de faire sentir que les progrès passeront par ce désir d'être confortable dans l'inconfort, mais c'est pas évident. On n'aime pas trop l'inconfort. Ça passe à la salle de gym, ça passe sur le cours de tennis, ça parle dans les discussions, des fois dans les petits défis qu'on se lance. Il y a plein de choses. Des fois, je provoque un peu, je peux être un peu provocateur, et je vois comment ça réagit, etc., etc. En général, je pense que ce que l'on voit de l'athlète sur le court est en général un bon reflet de ce qu'ils sont dans la vie, tu vois. Voilà. En termes de volume de travail, une journée type d'entraînement avec toi, c'est quoi? Ça dépend. Déjà qu'on fasse beaucoup de tennis ou beaucoup de physique ou pas, la journée elle est pleine parce que les gens oublient que les soins, le repos, tout ça font partie du programme. Ça fait partie de l'entraînement. Ça fait partie du programme quotidien de l'athlète. Donc, quand vous voyez quelqu'un jouer au tennis 2 heures ou 3 heures par jour, la journée n'est pas finie. C'est qu'une partie de la journée. Il y a tout un travail invisible aussi. Et la récup en fait partie. Alors, et la récup, ça veut pas dire ça peut être une petite sieste, bien sûr, mais ça ne veut pas dire être dans le canapé à rien faire ou à envoyer des trucs avec le téléphone sur les social media et tout ça. Non, il y a beaucoup de temps aussi avec le ou la kiné. Il y a beaucoup de choses à faire pour aider à la performance. Il y a bien sûr le tennis, bien sûr la salle de gym ou la préparation physique, mais il n'y a pas que ça. Le minimum d'heures passées sur le cours en période d'entraînement, c'est quoi? 4 heures, 3 heures, 5 heures? Sur le cours? Ouais. Le minimum, c'est 2 heures. Mais d'accord. Tu rajoutes le physique, tu rajoutes tout ça. Le minimum c'est 2 heures. Surtout si tu es à quelques jours de la compète, tu vas pas, tu vois.
Si tu es en décembre, tu fais plus que 2 heures. Mais ça dépend. Ça dépend de la période de l'année. Mais le minimum, c'est le minimum, c'est 1 heure. Si tu es la veille d'un match, tu fais 1 heure. Et encore, des fois, tu fais 45 minutes, ça dépend. Mais les grosses périodes d'entraînement, c'est beaucoup plus que 2 heures. Ça, c'est sûr. C'était combien? On peut passer, il n'y a pas de temps, en fait. On fait ce qu'on a à faire. On peut passer 4 heures, 5 heures. J'ai passé plus avec Zvonareva. Je passais beaucoup de temps sur le court. J'ai passé des heures et des heures. J'ai fait des 6 heures sur le court, parfois. J'étais avec Henri Lecomte hier en interview et il me disait qu'à ses débuts avec Yon Tiriac, il passait 8 heures sur le gazon à faire de la volée, à faire du coup droit, à faire du revers. 8 heures. Il me dit, mais j'étais explosé, quoi. Ouais, ça m'est arrivé avec Zvonareva. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de passer 2h30 sur un exo avec Zvonareva. Putain. Mais tu la rends pas folle, la joueuse, à un moment donné? Non, c'est elle qui me rend folle. Qui me rend fou, pardon. Non. C'est énorme. Non, parce que ces joueuses-là deviennent beaucoup plus exigeants que toi, parfois. C'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, on est supposé être le coach, donc le prof. Les gens pensent qu'on a la connaissance. Mais parfois, c'est l'athlète qui devient coach un peu et qui te dit comment faire et qui t'aide et tout ça. C'est vachement intéressant quand les rôles sont inversés. Parce que nous, on ne sait pas tout. Enfin, moi, je ne sais pas tout. Et souvent, je dis à l'athlète, écoute, je ne sais pas comment on va résoudre ce problème-là. Peut-être qu'on va réfléchir, peut-être demain, peut-être dans 1 heure. J'en sais rien. Et puis des fois, c'est l'athlète qui te dit, mais pourquoi on ne ferait pas ça? Et puis son idée à elle est meilleure que la tienne, quoi. Donc c'est bien, quoi. Ça, c'est des bons moments aussi, quoi. Ça, c'est vachement bien quand un coach peut en faire l'expérience. Parce que le coach qui sait tout, à mon avis, n'existe pas. Ou c'est un menteur. Ouais. Sur We Love Tennis, tu dis que tu détestes glander dans les player lounge. Tu relâches jamais, en fait, ou comment ça se passe? Tu relâches jamais, ou comment tu gères? C'est-à-dire que tu as rarement un temps pour toi, un temps de battement. Ah si, j'ai du temps pour moi, mais pas avec les gens du tennis. D'accord. Sur le circuit, il y a quelques personnes avec qui je m'entends bien et avec qui je suis ravi d'avoir une discussion. Ça arrive que parfois on l'a sur le site. Très souvent, on l'a à l'extérieur du site parce que n'oublie pas qu'on est aussi dans les mêmes hôtels. Ouais. Tu vois, on va se retrouver au petit-déj, on va se retrouver, je sais pas, moi, peut-être au bar, prendre un café, ou un verre de vin. On va se retrouver. Personne, quand tu es en tournoi, va à 45 minutes de l'hôtel pour aller dans un resto. Donc, on se retrouve parfois dans les restos sans le savoir. Donc, on est vraiment tout le temps ensemble. Donc, si en plus, dans le Players Lounge, où il n'y a que du blablabla et des rumeurs à la con, c'est inintéressant, quoi, tu vois. C'est l'endroit le plus inintéressant, même, tu vois. C'est beaucoup plus intéressant, pas pour moi, de parler avec Darren Cahill, avec Magnus Norman, je parle des coachs, là. Ouais. Arnaud de Cugis, Riccardo Piatti, puis j'en oublie sûrement un petit peu, mais avec ces mecs-là, hors du Players Lounge, c'est beaucoup plus productif, tu vois, pour moi. Et moi, j'ai cette chance-là que j'ai accès à ces super coachs-là, hors du Players Lounge, quoi. Donc, je suis ravi. Donc là, j'en profite, ouais, bien sûr. Ouais. Et puis après, moi, je déconnecte facilement du tennis, tu vois. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait filé dans ta carrière de coach, à travers une discussion ou peu importe, le meilleur conseil que tu aies reçu? On m'en a jamais donné. On m'a jamais donné de conseil. Ok. Ouais. On m'a jamais vraiment dit, et c'est pour ça que j'aime bien les gens que je t'ai cités, parce qu'ils te disent jamais comment faire. Ça, c'est une qualité, je trouve, chez les gens qui te disent pas comment faire. Ils te donnent pas de conseils. Ils peuvent te dire,
voilà comment moi j'ai fait, comment moi je ferais, mais ils ne te disent pas comment faire. C'est ça qui est vachement bien. Tu vois, le meilleur exemple, c'est pas ceux qui parlent, c'est ceux qui font. Tu vois. Ouais. Ben, c'est pour moi, hein. C'est pour moi encore. Hein. Peut-être moi je suis un vieux con déjà hein, sur ce circuit. Hein. Mais old school, hein. Mais ça va, hein, j'assume. Et toi, si tu devais transmettre ton expérience à un jeune gars qui a envie de devenir coach, tu lui dirais de se concentrer sur quoi? Ben, déjà, j'ai pas de conseils à donner, moi. Donc, je suis surtout pas là pour donner des conseils. Mais il me semble qu'une chose intéressante et importante à connaître, c'est la personnalité de ton athlète. Chacun est différent, chacune, suivant aussi la nationalité, suivant, etc., l'éducation, etc. Et c'est de bien connaître son athlète. Parce que, et on s'aperçoit que souvent l'athlète ne se connaît pas très bien lui-même ou elle-même. Et là tu as un souci. Ouais. Je pense que les meilleurs font ce travail d'introspection que les autres ne font pas ou n'ont pas le courage de faire. Comment ils le font, les meilleurs? Comment ils prennent le temps de le faire, tu sais, toi? Bah ouais, à un moment donné, tu poses ton cul quelque part et tu te poses les bonnes questions. Ouais. Attends, parce que tout le monde, ils sont tous ou toutes entourés de gens qui leur disent quoi faire. Beaucoup sont dans le confort. Mais il y a un moment donné, tu en as qui refusent le confort, qui se disent attends, c'est sympa, c'est bien. Je ne sais même pas comment faire une réservation pour un billet d'avion, tu vois. Tu arrives presque à 30 ans, tu n'as jamais réservé un avion pour ta pomme, tu vois, c'est grave, quoi. Donc c'est un exemple, tu vois. Donc ils sont tous bichonnés, y a des nounous partout, quoi. C'est quand même, il y a un moment donné, tu as des gens qui veulent plus que ça, qui veulent mieux, qui veulent s'assumer un peu, qui veulent cette autonomie là, et puis qui prennent pas toutes les paroles des uns et des autres pour argent comptant, quoi. Donc là, ça commence à être intéressant, ça commence à bien évoluer, quoi. C'est bien, tu vois. Tu dis également sur We Love Tennis que aujourd'hui, tu as une meilleure connaissance du très, très haut niveau. Et tout à l'heure, tu parlais de Formule 1. Ta meilleure connaissance du très, très haut niveau. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Parce que il me semble, je vais beaucoup plus vite et tout de suite dans le détail. Voilà, il me semble que j'arrive de mieux en mieux à faire ça. C'est-à-dire que tout ce qui est... je ne m'emmerde plus avec les choses qui ne sont pas importantes. Voilà, je pense. Et puis, je pense que le très haut niveau, c'est très vaste. Notre métier n'est pas que le tennis, n'est pas que la technique, n'est pas que sur le court. Donc c'est là où c'est fascinant à mon avis. On a plusieurs casquettes sans être des experts dans tous les domaines. Nos connaissances sont plutôt dans le tennis, mais on a des connaissances un petit peu dans tout maintenant. Je ne serai jamais kiné, je ne serai jamais préparateur physique, mais je ne pense pas qu'il y en ait un qui va pouvoir me mener en bateau maintenant, quoi. Voilà, quoi, qui va pouvoir me raconter des conneries. Mais je ne suis pas capable de faire leur métier. Ça, place aux experts. Ta priorité pour faire passer ton message en 1 minute 30 sur le coaching terrain, quand tu interviens en plein match, c'est quoi ta priorité à ce moment-là? J'en ai pas. À chaque fois, je me dis, à chaque fois, j'ai un souhait quand j'y vais, je me dis, pourvu qu'elle parle en premier. Parce qu'il me semble que c'est à elle d'exprimer. Elle m'appelle. Bon, c'est rare, de temps en temps, je fais signe, appelle-moi. Ça m'est arrivé. Parce qu'il y a des choses que, putain, toi, vite, change, quoi. Adapte-toi. Et puis, elle ne le sent pas, elle ne le voit pas. Donc, je peux intervenir de cette façon-là. Quand c'est moi qui demande à y aller, ce qui est rare, c'est moi qui parle en premier. Et on peut vérifier, je pense, c'est toujours comme ça. Mais quand elle m'appelle, ce qui arrive 90% des fois, je me dis pourvu qu'elle parle. Et en général, qu'est-ce qui se passe? On arrive et elles disent rien. C'est ce que j'ai vu avec Muguruza. Et là, moi, personnellement, je suis dans la merde. Je ne sais pas quoi dire. J'en sais rien. Je ne sais même pas par où commencer parce que je peux parler du soleil, mais si ce n'est pas ça le problème.
Ouais. C'est du temps de perdu. Donc, à chaque fois, j'espère que la joueuse va s'exprimer. Et des fois, ça m'arrive, je dis, bon, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Ça m'arrive, on l'entend peut-être pas ou j'en sais rien, mais souvent, ça m'arrive. Et souvent, j'ai pas de réponse. Donc là, tu es obligé d'y aller, tu es obligé de parler, tu es obligé de dire quelque chose. Alors, ça peut être tactique, ça peut être... Là, tu y vas, quoi. Tant pis, tu as 1 minute, tu n'as plus qu'1 minute, mais tu y vas, quoi. Et tu sais pas si si ça va être productif ou pas. Ok. Et pour être honnête, j'ai eu des joueuses qui m'entendaient même pas. Ah ouais. Ah bah ouais, bah non. Non. Mais c'est pas un reproche, c'est comme ça, les gens se rendent pas compte. Soit l'athlète est trop dans la frustration, soit dans la concentration, soit c'était juste pour t'avoir auprès d'elle, soit c'était juste, ça peut être qu'un soutien dans le regard, c'est très bizarre, on pense toujours qu'on doit parler, mais pas forcément, hein. Pas forcément, hein. Les mots ont une certaine saveur et puissance parfois, mais pas toujours, quoi. Mmh. En tout cas, le son, c'est beaucoup mieux. Merci beaucoup, c'est top. Là, on est bien, là. Ouais, là, c'est mieux, ouais. Quelle relation tu avais avec Conchita Martinez quand tu étais accompagné Muguruza? Vous étiez complémentaires? Bonne, parce qu'au départ, elle était capitaine de Fed Cup. En fait, ce qui s'est passé, c'était ça. Je connais la joueuse, etc. Puis je connais aussi son ancien coach, Gabriel Urpi, tu vois. Donc, quand Conchita jouait toujours en fin de carrière, moi, j'étais déjà sur le circuit, donc je l'ai croisé un petit peu. Mais là où je l'ai rencontré vraiment un peu plus connu, c'est que quand Garbinier a fait appel à moi pour l'entraîner, c'était déjà un peu Conchita qui s'en occupait. D'accord. Tu vois, donc c'est comme ça que j'ai connu un peu Conchita. Et après, Conchita était capitaine de Fed Cup. Donc, c'est normal, comme avec toutes les joueuses espagnoles, elle avait une certaine... elle était présente, elle venait voir les matchs, mais la relation était bonne, pas de souci, quoi. Et qu'est-ce que tu as appris d'elle? Rien. C'est clair. Est-ce que tu pratiques la visualisation? Non, je ne suis pas un expert. Mais si je fais appel à quelqu'un pour de la préparation mentale ou peu importe et que cette personne parle de visualisation, j'ai rien contre. Je suis très curieux, je suis vachement, je suis ouvert moi à tout. J'essaierai avant, mais je pense que de toute façon on le fait sans savoir ce qu'on fait. Voilà. Quand tu as, par exemple, quand tu es en Grand Chelem et que tu vas aller jouer ta finale et que tu as presque 48 heures pour réfléchir à tout ça, crois-moi que tu visualises. Tu as déjà joué le match 20 fois, ce qui peut être un danger. Mais tu le joues 20 fois déjà. Même la joueuse le joue 20 fois. C'est très, très long. Ouais. Donc, plus il y a d'attente, plus ton cerveau réfléchit et tu visualises. C'est normal. C'est comme les préparations de match. Tu as des joueuses. Moi, j'ai eu des joueuses qui aimaient avoir quelques infos le soir avant d'aller d'aller dans leur chambre tranquille ou d'aller se coucher. Et puis le lendemain, beaucoup plus de détails. Donc, je suppose que ça travaille déjà. C'est déjà un travail de visualisation sans rentrer peut-être dans le détail d'un expert etc. Mais il y a déjà un peu de ça. Mais je ne suis pas un expert. Mais si ça peut fonctionner, moi, je suis pour, il n'y a pas de problème. Tu médites? Ça veut dire quoi? Si je m'assois et que je mets les doigts comme ça et je fais home pendant 20 minutes, non. Non, pas cette forme de méditation. Non. Mais quand je passe 1 heure dans le sauna et que je suis allongé, c'est un peu une méditation, ça, non? Ouais, ça joue. Quand je fais plein d'exercices de respiration, c'est de la méditation. Tu vois? Ouais. Aujourd'hui, dans ta carrière de coach, quelle est la chose dont tu es dont tu as le meilleur, comment le formuler, la chose qui te rend le plus fier finalement? J'ai pas une grosse fierté, pour être honnête, tu vois. Je suis toujours satisfait quand le travail est bien fait et quand il y a une validation du bon travail. Voilà. Mais c'est pas forcément une fierté, c'est juste une satisfaction, tu vois. Et ton Graal en tant que coach, qu'est-ce que tu aimerais aller chercher?
Ah, mais moi, rien. Hein. Moi, rien. Juste, je fais mon boulot du mieux possible. On me paye pour une tâche bien précise et j'essaye d'être le meilleur possible. Ce que moi, je pense être le meilleur pour cet athlète-là. Moi, mon Graal, j'ai jamais voulu vraiment faire ça. Donc, je suis là par hasard, moi. Donc, si je m'assois et que je regarde un petit peu ce qui m'est arrivé en tant qu'entraîneur, il faut parfois aussi se rendre compte et apprécier ce que l'on a, tu vois, et ce que l'on a déjà fait des fois, tu vois. On veut toujours plus, mais des fois, c'est bien de dire, putain, c'est pas mal ce que j'ai déjà, quoi. Et moi, en tant qu'entraîneur, parce que je suis comme tous mes potes en France, là, BE1, tout ça, BE2 et tout, c'est pareil. Hein. Pareil, j'ai juste eu cette opportunité d'entraîner des joueuses professionnelles et puis voilà, c'est tout. Hein. Mais voilà, j'ai eu cette chance-là et j'ai eu la chance que les athlètes gagnent des gros tournois, voilà, et puis soient devenus numéro 1 parce que je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont amené des différents athlètes numéro 1 mondial. Tu vois. Faut croire que tu as une bonne méthode, hein, parce que tu répètes souvent la chance, mais il y a plus que ça, je pense. La bonne méthode, c'est pas de méthode. C'est bon ça. Est-ce que tu as des superstitions c'est-à-dire sur les tournois, des choses que tu répètes parce que ça te met dans un bon état d'esprit? Non, si une routine est assimilée à une superstition, alors oui, mais des routines, oui, mais pas de superstition, non. C'est quoi du coup ta routine? Ma routine à moi? Ouais. Ou avec l'équipe et l'athlète? La plus intéressante à partager. Allez, la tienne. Moi, la mienne, c'est toujours très simple. Je me lève tôt, je fais du sport et la meilleure énergie possible. Et je pense que la meilleure routine possible, c'est d'amener la meilleure énergie possible. J'aime beaucoup les bonnes énergies. J'aime bien, j'essaye de m'entourer de gens qui ont une énergie qui m'intéresse. Voilà, et je pense que dans une équipe, c'est pareil. Je pense que le leader, c'est l'athlète du groupe, c'est pas le coach. Mais j'aime bien qu'il y ait une bonne énergie entre tout le monde, même dans les moments difficiles. C'est possible d'avoir une bonne énergie dans les moments difficiles. Quand c'est des moments chaotiques, il faut apprécier les moments chaotiques aussi. Il y a du bon là-dedans. Ça veut dire que si le prépa physique n'apporte pas une bonne énergie, est-ce que tu as le droit de l'ouvrir et de dire aux joueurs, écoute, je refuse de bosser dans ces conditions-là, c'est soit lui, soit moi? Enfin, comment tu gères à ce moment-là? Je ne refuse pas de bosser dans ces conditions-là. On distribue des cartons jaunes et des cartons rouges. Maintenant, t'inquiète pas, c'est pas à moi l'athlète s'en rend compte aussi et des fois, c'est l'athlète qui a une mauvaise énergie. On n'hésite pas à lui dire. Enfin, moi, j'hésite pas parce que il me semble que c'est très important dans une équipe. On est payé par l'athlète, ok, mais ça lui donne pas le droit de se sentir au-dessus du coach ou du préparateur physique. J'aime bien quand tout est à plat, tout le monde à égalité. Voilà. Ouais. Il n'y a pas de passe-droit. C'est pas parce que tu es l'athlète et que tu me payes que tu dois être, je sais pas, que tu as le droit de ramener toute ta misère tous les jours, quoi. Ça va, quoi, toi. Parce que si toi tu fais ça, tu es viré dans la semaine. Hein. Ah ouais. Putain. Si le coach fait ça, il est viré dans la semaine. Alors le coach n'a pas le droit d'avoir un petit coup de mou un jour ou deux, mais l'athlète a le droit d'avoir un mois un coup de mou. Non, c'est pas normal. Non, non, ça c'est pas normal. Ouais, non, je dis souvent ça arrive, tu vois. J'essaye que tout le monde soit, non, tout le monde a la même enseigne. Il y a pas de, ce qui est valable pour l'athlète est valable pour moi et vice versa. Voilà. Quelle a été la fois où tu t'es fait virer et ça t'a le plus impacté? Ça t'a le plus fait mal? Ça m'a jamais fait mal. Parce que tu te protèges, tu te blindes en fait. Non, parce que je pense pas que ce soit la bonne solution de refouler ce que l'on ressent ou de bloquer ou de dire non à tel ou tel genre d'émotion. Je pense pas que ce soit la bonne solution, mais peut-être parce que j'arrive à avoir une bonne distance. Et comme je t'ai dit, je m'attends à être viré tous les matins, donc
Donc, j'aime bien travailler avec cette guillotine au-dessus de la tête. J'aime bien ça. Donc, quand ça s'arrête, je ne suis pas étonné. Et comme je m'attends à rien, je ne suis pas déçu non plus. J'aime beaucoup mes athlètes, pas de problème. J'aime beaucoup mon équipe. J'aime bien bosser avec eux, c'est évident. Mais j'ai aussi une bonne distance. Je sais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, quoi. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Tu vois ? Là, voilà, tu vois. Là, on a arrêté avec Pavlyuchenkova, je ne sais toujours pas pourquoi. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Ah merde. Alors, ça ne fait ni elle ni moi quelqu'un de mauvais ou de pas bien. Non, je ne sais toujours pas pourquoi. Voilà, c'est intéressant. Donc, tu vois, je ne suis pas en colère. Je suis bien là, je suis à la plage. Mais ça te travaille quand même, c'est normal. Non, pas du tout, non. Non, ça va. Non, Okay. c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça, il n'y a pas de... Non, c'est comme ça. Non, j'ai une bonne distance avec tout ça. Je pense que j'aurais aimé continuer, mais c'est comme ça. Tu vois, Ouais. ça ne me dérange pas plus que ça, quoi, en fait. Mais quand je suis dedans aussi. Attention, je ne prends pas ça à la légère, tu vois. Ouais. Et quand ça s'arrête aussi. Voilà. Merci les légendes d'être de retour pour cette 3e saison. J'espère sincèrement que cette première partie vous a plu. Si c'est le cas, venez nous le dire tout de suite en commentaire sur YouTube ou sur Apple Podcast. Ça nous aide comme jamais à mieux référencer la chaîne Tennis Légende Podcast et à vous régaler avec des invités toujours plus prestigieux. Pense à nous mettre 5 étoiles ou un like, ça prend 2 secondes et c'est bon pour ton karma. Il y a une phrase de Sam que j'ai notée qui vous aura certainement aussi fait tilt. Les progrès passeront par ce désir d'être confortable dans l'inconfort. Pas évident parce que personne n'aime l'inconfort. À méditer les légendes. Pense à t'abonner sur le premier lien en description pour découvrir les masterclass que l'on va te concocter tous les 15 jours. C'est le premier lien juste en dessous. Tu peux aussi récupérer gratuitement les 4 secrets de statisticien de Fabs Barreau pour mieux comprendre ton style de jeu, ainsi que les 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant pour enfin breaker au 3e set en toute sérénité. C'est les 2e et 3e liens en description. Si tu trouves que ce podcast c'est trop de la boulette et que tu veux nous aider d'une autre manière, envoie cet épisode à un pote à toi, le bouche à oreille nous file un vrai coup de main. Et si comme nous t'en as ras-le-bol d'avoir du vent dans l'oreillette, tu peux nous soutenir via la plateforme Tipeee à hauteur de 2€, soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit. Et peut-être que bientôt je prendrai l'avion pour aller interviewer Sam en Californie avec des micros et tout ce qui va bien. Merci à Jérém, Gérivier, Christophe Michalak, si c'est toi d'ailleurs c'est incroyable, Phil et Xavier pour vos derniers commentaires sur Apple Podcast. Vous êtes au top et merci aux tipeurs récurrents, vous êtes des bombes. Les autres, voilà, ceux qui n'ont pas encore pris le temps, vous savez ce qui nous va droit au cœur. N'hésitez pas à venir me parler sur LinkedIn à Max Zamora, ZAMORA, à l'occasion, c'est toujours un plaisir d'échanger. Bisous les légendes et à très vite